donc évidemment on va échanger autour de ce pacte pour une meilleure transmission entre générations. J'appelle de suite, sous vos applaudissements s'il vous plaît, Estelle Barthélémy, Reda Didi, Jean-Claude Chikaya, Emmanuel Zemmour. Vous voulez les applaudir? Alors, vous êtes les deux derniers, enfin voilà. Estelle, à toi la parole pour le pacte dans les entreprises, pour la mise en place d'un pacte générationnel dans les entreprises afin de répondre au défi de gérer les coexistences entre les 4 générations dans l'entreprise. Bon, compliqué, mais tu vas nous expliquer ça. Bonsoir, Estelle Barthélémy. Dans ma vie professionnelle, je travaille à insérer mieux les jeunes diplômés issus des quartiers populaires. Il y a du boulot. Alors, on va travailler plus longtemps, c'est un fait. Donc dans l'entreprise vont coexister 4 générations, avec des valeurs différentes. Les jeunes générations qui arrivent n'ont plus du tout le même visage que celles qui partent. Et pourtant, ce qu'on sait, c'est que la diversité en entreprise, c'est facteur de compétences, c'est facteur de créativité et de performance. Donc ça, c'est un fait. Puis, de façon différente, il y a un comment rentrer dans l'entreprise quand aujourd'hui, on a les jeunes qui sont beaucoup plus touchés par le chômage et dès 42 ans, on nous dit qu'on est un senior et pour retrouver un job, c'est juste impossible. Donc nous, ce qu'on propose, c'est pour chaque entreprise, aller au-delà du mot GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et réellement s'engager sur un pacte générationnel de l'embauche jusqu'à la retraite, en prenant en compte les mutations, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un temps de travail qui est hebdomadaire, mais un temps de travail qui serait plutôt un rythme de travail sur toute une vie professionnelle. Et ça, en intégrant les transmissions des savoirs, mais que ce soit ceux qui partent vers ceux qui entrent, mais aussi tous ceux qui entrent qui ont cette culture digitale et qui peuvent donner également aux générations un peu plus seniors. Donc voilà. Merci. Reda Didi, entrepreneuriat. Il y a du travail, hein, Reda. Merci, bonsoir. On t'écoute. Bonsoir, je suis Reda Didi, je suis entrepreneur et enseignant universitaire. Je viens vous interroger parce qu'en fait, on n'est pas sur des propositions concrètes, c'est des pistes de réflexion qu'on vous donne, des finalités et auxquelles on aimerait que vous abondiez et que vous nous donniez vos idées. L'idée étant qu'aujourd'hui, on a plus de 70% des entreprises de moins de 20 salariés qui risquent de ne pas être pris d'ici 10 ans. Et donc, on a un relais à créer entre les différentes générations de personnes qui partent à la retraite et qui cèdent leur entreprise, de moins de 10 salariés, et de jeunes entrepreneurs, et on sait qu'on en a beaucoup, qui puissent les prendre. Il y a des difficultés qui se posent. Juste pour vous donner quelques chiffres. On a 60% des salariés en France qui sont dans les entreprises de moins de 10 salariés. On a 80% des entreprises françaises qui sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc c'est un énorme potentiel. La question qu'on se pose, c'est finalement ce savoir-faire qui a été acquis par ces entrepreneurs qui, à force de travail, ont monté leur entreprise, leur ont donné un nom, comment fait-on pour pas qu'elle meure et pour qu'elle ne finalement soit pas mise de côté? On regarde beaucoup l'Allemagne. L'Allemagne a des TPE-PME qui fonctionnent très bien, qui sont très compétitives au niveau mondial. Comment se fait-il que nous, on n'y arrive pas? Ce qu'on vous propose sur ce point-là, c'est essayer d'alléger le parcours du jeune entrepreneur dans sa capacité et sa possibilité de pouvoir reprendre une entreprise. On sait que c'est fait dans les entreprises familiales, c'est-à-dire que c'est très facile pour un père de léguer son entreprise à son enfant. Comment on fait quand c'est une personne de l'extérieur? Donc voilà le pacte sur lequel on aimerait travailler. Ça, c'est le premier point. Et puis j'avais un second point qui serait plus un point politique et que j'aimerais vous aborder. D'ailleurs, c'est ce qui est porté par le pacte écologique. C'est que j'aimerais un peu plus que les politiques et nos politiques parlent au peuple et arrêtent de parler du peuple et en son nom. Et donc aillent dans une direction et aillent un peu plus. Aujourd'hui, on aimerait les avoir plus à l'écoute qu'en prise de parole, plus en capacité de pouvoir nous définir des pistes de réflexion que de nous donner des solutions toutes faites et des packages. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'âge où on a une conscience politique naissante et grandissante et où tout le monde a envie d'intervenir et de donner les directions dans lesquelles il a envie d'avancer. Je pense qu'on est un pays avec beaucoup d'atouts, qu'aujourd'hui on est un peu en une sorte de dépression, mais qu'on a tout pour en sortir, et je pense que
favoriser ou travailler sur une politique vis-à-vis de sa jeunesse, c'est surtout favoriser la France. Et c'est pas une génération contre une autre. Voilà. Merci à toi, Reda, Vivi. Alors, il y a alors celui qui arrive, il y a un sujet qui a évidemment secoué, je dirais, depuis quelques mois maintenant l'actualité. Il s'agit de l'identité nationale, la laïcité, l'islam, etc. Alors toi, Jean-Claude Chutet, j'aimerais que vous l'applaudissiez aussi également, au même titre que les autres. Il intervient pour mémoire culturelle pour que le basculement d'une logique d'identité nationale à celle d'une mémoire culturelle et de pédagogie du vivre ensemble. Du vivre ensemble. On t'écoute, mon cher Jean-Claude. Voilà, plus que vivre ensemble, il va falloir faire société ensemble. Donc je suis porte-parole et cofondateur du collectif Devoir de mémoire, devoir avec un S, mémoire avec un S, donc c'est une injonction douce. Et l'important c'était comment on pouvait donc, au regard et à la lumière de l'histoire, revisiter sur la colonisation et l'esclavage par exemple, débusquer les représentations qu'on pouvait avoir les uns sur les autres ou parfois sur soi-même. Donc je suis des quartiers populaires, appelés le plus souvent banlieues, donc on sait bien que les banlieues parfois sont stigmatisées, mais malheureusement, on peut dire aussi en banlieue qu'il y a un stigmate qui est coproduit. Et le problème, par exemple, si on revient à cette tête qu'on a vue à droite de notre écran le 21 avril 2002, c'est que le Front National, par exemple, depuis 10 ans, eh bien on sait bien que les électeurs, en tout cas les électeurs, les personnes qui ont voté pour eux, ou pour lui ou pour elle maintenant, eh ben, ils font parfois partie de notre famille, c'est nos voisins, les personnes avec qui on travaille, c'est les personnes qu'on rencontre dans le métro. Donc l'important, c'est pas seulement diaboliser, mais aller les rechercher et convaincre. Et l'important aussi, c'est de dire que le problème, c'est pas d'être une minorité visible, c'est un mot qui est un peu ennuyeux, c'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai vu les grands, entre guillemets, de la cité partir pour une marche pour l'égalité, quand ils sont revenus, on a dit que c'était la marche des beurs. Là, un matin, je me suis réveillé, je faisais partie des minorités visibles. L'autre matin, je me réveille, je suis de la diversité. Bon, quand on va pouvoir se réveiller, être français tout court et faire société tous ensemble. Donc, il y a bien un moment, il faut faire attention, parce qu'en Finlande, ils ont bien compris qu'à chaque fois qu'on fait faire à la citoyenneté un pas de côté où il n'y aurait pas vraiment des Français à part entière, et ben eux ils ont monté un parti des vrais Finlandais. Donc l'important, c'est pas être des vrais ou faux, quand on est français à part entière, donc attention, si le mot minorité et diversité ne fait pas levier politique, ne pas l'utiliser. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'en 2012, il va falloir mettre de côté un petit peu la diversité, de côté la minorité, et pas seulement se mettre à travailler sur les problématiques qu'il y a en banlieue, mais vraiment les problématiques qu'il y a dans les centres périurbains, les milieux ruraux et tout, faire société. Mais j'avais au téléphone il y a 10 minutes, l'Outre-mer qui nous dit, nous oubliez pas, la Réunion, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, nous faisons aussi partie de la France. On a fait donc une révolution sociale, économique et culturelle il y a 2 ans, on nous oublie. Donc voilà, tout cela, il faut partie de la société, donc il est important de savoir que la mémoire sociale, politique et culturelle ne sert pas à séparer, mais sert à rassembler. Nous ne sommes pas donc seulement face à l'histoire, mais nous voulons faire l'histoire au quotidien pour construire ensemble et reprendre un petit peu la phrase d'Aimé Césaire, la force de regarder demain. Et la force de regarder demain, il faudra tous au quotidien, je dis bien au quotidien, créer demain et après-demain. Merci Jean-Claude Chicaya. J'appelle Emmanuel Zemmour pour, évidemment, nous parler du pacte éducatif, pour un pacte éducatif qui remette la jeunesse au centre du débat. Très intéressant, on t'écoute mon cher Emmanuel. Puisque je suis étudiant, je me présente quand même, Emmanuel Zemmour, étudiant, je suis par ailleurs président de l'UNEF, le syndicat étudiant, et il y avait un truc qui me... Il y avait un truc qui me taraudait un peu moi en venant ici, c'est qu'on entendait vous n'aurez pas nos voix sans nos idées. C'est une chose qui est vraiment importante, surtout parce qu'il ne s'agit pas ici de faire du clientélisme électoral, il ne s'agit pas ici de vendre les voix, et notamment les voix des jeunes, les voix des étudiants pour leurs idées. Il s'agit surtout de rétablir une confiance aujourd'hui dans la jeunesse, et c'est surtout de ça dont moi je voudrais parler sur le pacte éducatif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la confiance dans l'éducation, elle n'existe pas. Tout simplement, ce qu'on nous raconte aujourd'hui quand on est étudiant, c'est quoi? C'est débrouille-toi, fais comme tu peux. Si tu as les codes, si tu as le mode d'emploi, si tu as des parents qui sont passés par des filières d'études, par l'université avant, tu pourras peut-être t'en sortir, tu pourras peut-être réussir à franchir les obstacles, mais sinon,
tu vas la galérer. Alors, tes parents, ils auront peut-être pas beaucoup d'argent, mais il va falloir qu'ils se serrent la ceinture pour pouvoir te financer des études, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, le logement, l'université, les bouquins, tout ça, ça coûte cher. Et si tes parents peuvent pas t'aider, alors là, tu vas encore plus douiller, tu vas devoir aller te salarier pour financer tes études, tu vas devoir faire 35 heures à McDonald's pour pouvoir réussir à être éduqué, tout simplement à acquérir une formation. Et c'est ça, aujourd'hui, le résidu du pacte éducatif qui existe, c'est qu'il n'y a aucune confiance dans la jeunesse. Pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est mon deuxième point, je pense que le pacte éducatif, aujourd'hui, c'est rétablir la confiance dans les jeunes. Dire que l'avenir, il est dans la jeunesse. Aujourd'hui, l'avenir, il est dans le fait de permettre à chacun de pouvoir faire des études supérieures, de pouvoir acquérir une formation, quel que soit son milieu social, quel que soit son milieu d'origine, quel que soit l'argent qu'ont ses parents, quelles que soient ses préférences, quel que soit le métier qu'on veut faire dans la vie, on a tous le droit aujourd'hui à pouvoir être formés, et ça, ce n'est pas le cas. Du coup, on a évidemment des pistes qu'il faut privilégier. J'en donnerai seulement deux. La première, c'est le droit aux études. Aujourd'hui, chaque jeune doit pouvoir avoir le droit de faire des études. C'est aussi simple que ça, et on ne peut pas être aux portes de l'université, on ne peut pas être aux portes de la formation d'enseignement supérieur parce qu'on n'a pas l'argent pour, ou parce qu'on n'a pas la culture pour, ou parce qu'on ne vient pas d'un milieu familial qui nous apprend qu'il faut aller à l'université. Il faut garantir à chacun un droit aux études, et ce droit-là, il se garantit évidemment par une allocation d'autonomie, une allocation sans contrepartie, une allocation qui soit donnée à tous les jeunes, l'ensemble de la jeunesse qui veut aller faire des études et qui soit en lien avec un projet de formation. Et le deuxième point, et je m'arrête là, évidemment, et j'insiste dessus, puisqu'on a fait beaucoup de mal à nos universités depuis un certain temps. Aujourd'hui, il y a une priorité, il faut ouvrir les portes et les fenêtres des universités. Et c'est aussi ça la priorité pour l'enseignement supérieur. Ça pue là-dedans. On est des universités moisies, on a des amphis qui sont bondés, on a des profs mandarins qui nous font des cours auxquels on ne comprend rien. Il faut que l'ambition de l'université, ce soit de former des jeunes, soit de faire réussir des jeunes. Et ça, c'est un pacte générationnel. Pourquoi je dis ça? Parce que le pacte générationnel, c'est le fait que ce ne soit pas seulement un choix personnel de faire des études. C'est pas le choix de la famille, c'est pas le choix des jeunes. C'est pour l'ensemble de la société qu'on fait des études. On fait des études pour faire avancer la recherche. On fait des études pour prolonger la culture, pour reprendre le flambeau de la culture, pour faire reculer l'extrême droite. On est le 21 avril et c'est important de le dire. On se forme aussi parce qu'on veut participer à l'effort de production, on veut cotiser pour les retraites. Voilà pourquoi on fait des études. On fait des études parce qu'on est le poumon de la société aujourd'hui. Et si on ferme aujourd'hui l'accès aux universités, si on ne garantit pas un droit aux études, on asphyxie la société. Et c'est évidemment ça le message qu'il faut faire passer aujourd'hui dans le pacte éducatif. Mon cher Emmanuel Zemmour. Et bien on peut applaudir Estelle, Barthélémy, Réna Mehdi, Jean-Claude Chicaya et enfin Emmanuel Zemmour pour une meilleure transmission entre générations. Merci à vous.